Je pense vraiment, mais vraiment que Miranda Hobbs de Sex and the City et Lynette Scavo de Desperate Housewives sont exactement le même personnage, construit de la même manière. C'est la même femme dans 2 univers différents. Je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous, moi c'est Lorna Kakou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de cinéma. Alors, je sais que c'est pas l'une des thématiques que j'ai annoncées dans ma vidéo de présentation, mais je pense que j'ai créé cette chaîne avant tout pour partager des idées, pour analyser, pour avoir des conversations et je pense que ce que j'ai à dire sur ce sujet est pertinent, donc voilà, je le partage quand même. Et donc, je jette mon dévolu aujourd'hui sur 2 séries que j'ai vues, enfin l'une que j'ai vue, il y a environ 1 an et une autre que je vois en ce moment et donc hier, dans l'une de mes séances, de visionnage, il y a des idées qui m'ont particulièrement frappé et j'ai décidé d'en faire toute une analyse que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors depuis quelques semaines, j'ai une mini obsession, c'est la série Sex and the City. Je la regarde à chaque fois que j'ai ne serait-ce que 10 minutes de libre. Donc c'est une série emblématique, des années 2000. Donc elle met en scène 4 femmes new-yorkaises dont on suit le quotidien entre relations amoureuses, cheminement professionnel, relations amicales. Et ce qui m'a captivé avant tout, au-delà du glamour et des dialogues savoureux, c'est la manière dont la série explore à travers la narration de Carrie, qui est le personnage principal, des thématiques profondes liées à l'introspection, aux dynamiques sociales et aux multiples facettes des relations humaines. Aux côtés de Carrie, qui est le personnage principal, on retrouve Charlotte, Miranda et Samantha. Ces 3 femmes chacune incarnent, une trajectoire personnelle distincte, des éducations distinctes, des visions de la vie qui sont parfois diamétralement opposées. Ce qui rend leurs échanges passionnants, ce n'est pas uniquement leur complicité, mais surtout la richesse des confrontations de leurs idéologies. Ces désaccords, souvent pleins d'humour et de tendresse, mettent en lumière les tensions entre différents archétypes de la féminité contemporaine. Très vite, j'ai développé des attachements assez contrastés pour chacun de ces personnages et ce sentiment m'était étrangement familier. Donc, 1 an auparavant, j'avais vu la série Desperate Housewives, qui est aussi une série culte, des années 2000 et donc je l'avais binge watché, je me rappelle et ce souvenir m'est revenu brusquement comme une révélation, en fait. Les parallèles entre ces 2 univers m'ont sauté aux yeux. Sex and the City et Desperate Housewives proposent chacun à leur façon une radiographie de la condition féminine à travers des personnages complexes, des contextes sociaux radicalement différents. C'est précisément cette double lecture que je propose aujourd'hui. Donc une analyse croisée des personnages féminins de ces 2 séries, en mettant en lumière leurs similitudes, leurs divergences et les réalités sociales qui ont nourri leur construction. Avant de débuter cette analyse, je crois important de situer les univers respectifs de ces 2 séries afin de mieux comprendre, la logique interne. Donc pour commencer, Desperate Housewives qui se situe dans une banlieue résidentielle, fictive, Wisteria Lane, dépeint la vie de femmes au foyer qui sont tiraillées entre confort matériel, les apparences sociales, les désillusions du quotidien, sous des allures de comédie noire teintée de suspense. La série explore les pressions du mariage, le poids de la maternité et la solitude domestique et la complexité des rôles traditionnels féminins. Donc c'est une satire mordante de cette, féminité parfaite, celle qu'on attend mais qu'on ne pourra jamais totalement incarner. À l'inverse, Sex and the City, ancré dans le cœur battant de Manhattan, se fait la voix de la féminité urbaine, moderne, libérée, parfois chaotique, mais toujours revendiquée. À travers la plume de Carrie Bradshaw, chroniqueuse new-yorkaise et témoin de son époque, la série aborde des enjeux du désir, de l'indépendance, de la réussite professionnelle et de la quête de soi. Loin des foyers et des injonctions maternelles, ces femmes explorent leur vie sexuelle affective comme un territoire d'expérimentation, de plaisir et parfois d'errance. Dans ces contextes très différents, les personnages féminins ne sont évidemment pas confrontés aux mêmes réalités ou aux mêmes obstacles. Donc c'est pourquoi leur trajectoire évolue différemment. Autant en dépit des écarts culturels et narratifs, on peut déceler chez elles des résonances profondes. Chaque protagoniste semble incarner un archétype particulier de la féminité qui soit hérité de la tradition ou façonné par les discours contemporains. Mon objectif dans cette analyse est d'associer chaque héroïne principale de Sex and the City à un équivalent symbolique dans la série Desperate Housewives. Donc on va commencer par le parallèle entre Miranda Hobbs et Lynette Scavo. Pour moi, ces 2 femmes sont une déclinaison du même archétype projeté dans 2 contextes différents. C'est ce parallèle qui m'a le plus frappé parce qu'en regardant Sex and the City et en observant Miranda, je me suis dit: je m'identifie plus ou moins à elle et ce sentiment m'était familier, en fait. J'avais déjà ressenti ça pour un personnage et je me souviens que c'était Lynette et c'est là que
j'ai commencé à faire les calculs. Donc c'est vraiment le parallèle qui m'a le plus frappé et qui est le plus évident, en fait, pour moi. Miranda Hobbs, avocate brillante et farouchement indépendante, incarne dans Sex and the City la réussite féminine dans un univers professionnel masculinisé. Cynique, lucide, anticonformiste, elle se méfie des normes traditionnelles liées au couple et à la maternité. Mais sa trajectoire se transforme lorsqu'elle devient mère. Elle se heurte alors au dilemme classique que la société impose aux femmes. Carrière ou maternité, autonomie ou compromis, liberté ou conformité. De son côté, Lynette dans Desperate Housewives entre en scène avec une situation inversée. Ancienne cadre ambitieuse en publicité, elle a mis sa carrière entre parenthèses pour élever ses enfants. Ce choix, loin d'être épanouissant, est vécu comme un sacrifice constant, une source de frustration et d'épuisement. Toutes deux incarnent ce que la société attend des femmes modernes. Être brillantes, aimantes, plaisantes, irréprochables, dans tous les domaines. Elles sont les plus pragmatiques et rationnelles dans leur groupe d'amis, souvent isolées par leur lucidité. Miranda, face aux envolées romantiques et aux excès de Carrie, Samantha et Charlotte, tient le rôle de la voix réaliste, parfois désabusée. Lynette, au milieu des intrigues plus romanesques de Wisteria Lane, reste ancrée dans les réalités domestiques les plus concrètes. La lessive, les poux, le surménage, la fatigue. Elle est la figure de la charge mentale, celle qui ne peut jamais lâcher prise. Le parallèle devient encore plus intéressant lorsqu'on observe leur dynamique de couple. Donc pour Miranda, Steve est un homme aimant mais émotionnellement et matériellement moins stable. S'il représente une forme de tendresse et de simplicité, il devient aussi une entrave à certains moments clés de sa trajectoire. Tom Scavo, pour Lynette, suit une évolution similaire. Compagnon doux au départ, il révèle peu à peu son incapacité à comprendre et à soutenir les besoins professionnels et psychiques de sa femme. Dans les deux cas, les hommes deviennent au fil du temps moins des partenaires que des poids supplémentaires, révélant une asymétrie du genre encore très ancrée, celle où les femmes doivent porter à la fois leur propre charge et celle de leurs compagnons. Dès lors, ça devient évident. On a l'impression que Lynette a la vie que Miranda aurait eue si elle avait accepté de se conformer aux injonctions sociales, si elle avait accepté sa demande en mariage, si elle avait renoncé à ses frontières personnelles. Elle aurait fini surmenée, aigrie, perpétuellement dans le contrôle, parce qu'en couple avec un man child qui est émotionnellement dépendant, qui est professionnellement instable et qui est incapable de gérer seul un foyer. Tout comme Tom Scavo, qui est incapable de prendre en charge seul, et d'assumer la logistique familiale. Inversement, on pourrait penser que Miranda représente la version que Lynette aurait pu devenir si elle avait refusé de sacrifier sa carrière et son autonomie dès le départ. Le second parallèle est celui entre Carrie Bradshaw et Suzanne Meyer, ou encore l'archétype de la femme enfant. Donc Carrie Bradshaw et Suzanne Meyer, bien qu'issus de deux univers télévisuels assez différents, incarnent un archétype emblématique des années 2000 à la croisée de la romance, de la complexité émotionnelle et des normes de genre en mutation. Toutes les deux sont animées par une quête presque obsessionnelle de l'amour romantique. Pareil tout au long de Sex and the City oscille entre indépendance assumée et dépendance affective, notamment dans sa relation emblématique et toxique avec Mr. Big. Suzanne, quant à elle, est présentée comme une éternelle romantique, souvent maladroite, qui place l'amour au cœur de son identité et de ses choix de vie. Cette quête, loin d'être idéalisée, est souvent semée d'erreurs, de doutes et de remises en question, ce qui rend ces personnages profondément humains. Dans les deux cas, la recherche de l'âme sœur devient le miroir de leur propre construction identitaire. Un autre point commun fondamental entre Carrie et Susan Meyer, c'est leur complexité psychologique. Et donc Carrie Bradshaw, malgré son statut d'héroïne centrale, est fréquemment critiquée pour son égocentrisme, ses contradictions, son manque de fermeté et son incapacité à prendre des décisions durables, même à l'approche de la quarantaine. Son irresponsabilité financière chronique, son idéalisme romantique, souvent déconnecté de la réalité, et son comportement parfois puéril la rendent aussi agaçante qu'attachante, à l'image de Susan Meyer d'ailleurs. De manière assez similaire, Susan Meyer est régulièrement perçue comme immature, excessivement centrée sur elle-même, naïve à l'excès au point d'irriter, un bon nombre de spectateurs. Mais c'est précisément cette imperfection qui les rend profondément humaines. Elles ne sont pas des modèles de vertu ou de force tranquille. Ce sont des femmes faillibles, écartelées entre désir d'émancipation et insécurité personnelle, à l'image des contradictions de leur époque. Elles incarnent la transition trouble entre l'idéal romantique d'antan et les exigences nouvelles de l'autonomie féminine. Vraiment, je suis pas une grosse fan du personnage de Carrie. Je trouve qu'elle est puérile, qu'elle est stupide, elle est agaçante.
Mais la seule chose que je lui accorde, c'est que ses outfits sont toujours iconiques. Franchement, je dois lui donner ses fleurs pour ça. Mais voilà, je pense quand même qu'il faut une communauté Twitter à l'image de Suzanne, comme il y a une communauté Twitter, Suzanne la conne, où ça dit toutes les conneries qu'elle a faites. Je pense qu'on devrait faire la même pour Carrie, en fait, parce que sa bêtise est vraiment sous-cotée. Alors, le troisième parallèle pour moi est celui de Charlotte. Pour moi, c'est un parallèle assez intéressant aussi parce que je pense que Charlotte est un mix de Brie Van de Camp et de Gabi Solis. Alors, Charlotte, pour moi, c'est la princesse patriarcale. C'est comme ça que je la vois dans ma tête. C'est la Madone, c'est la pick me high class. Alors pour moi, cette combinaison, elle incarne les tensions profondes qui traversent la condition féminine contemporaine, entre conformité aux normes traditionnelles, quête de reconnaissance sociale, épanouissement personnel. À ces égards, Charlotte partage avec Brie une sorte de rigidité morale, de rigueur morale, un attachement aux valeurs conservatrices et une obsession pour le contrôle. Donc, comme Brie, elle projette une image lisse, maîtrisée, polie, qui doit correspondre à l'idéal de la femme parfaite, épouse, mère, hôtesse irréprochable, garante de l'ordre moral. Toutes deux voient dans la famille le mariage et les apparences une source de stabilité, mais aussi une forme de légitimation sociale. Charlotte rêve d'un grand amour institutionnalisé par le mariage, d'une maternité vécue comme un accomplissement suprême et d'une vie réglée selon les codes de l'élite urbaine cultivée à laquelle elle appartient. Mais Charlotte ne se réfugie pas à Brie new-yorkaise. Elle partage également des traits fondamentaux avec Gabrielle Solis, notamment dans son rapport à l'apparence, au statut, à la beauté, à la séduction. Comme Gabrielle, elle accorde une grande importance au raffinement, au signe extérieur de réussite, à la féminité stylisée, voire théâtralisée. En gros, je dirais qu'elle a la psychorigidité de Brie lorsqu'il s'agit des fameuses valeurs conservatrices et des règles de bienséance, mais aussi le côté superficiel de Gabi et l'obsession de son image dans le regard des autres. Cette dualité révèle une autre dimension essentielle, leur besoin d'être vues, validées, aimées, non seulement pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles représentent dans une société encore largement gouvernée par le regard masculin. Le dernier parallèle est celui de Samantha Jones et de Eddie Britt, donc de Sex and the City et de Desperate Housewives respectivement, qui est pour moi l'archétype d'Aphrodite, la femme sexuelle, l'objet sexuel, la femme hyper sexualisée. Samantha et Eddie incarnent deux figures féminines puissantes, libérées et profondément subversives. Elles partagent une sexualité affirmée, décomplexée, qu'elles utilisent comme un outil d'autonomie plutôt que de soumission. Toutes deux refusent les injonctions traditionnelles liées à la maternité, qu'elles perçoivent comme une entrave à leur liberté. Ce rejet n'est pas présenté comme une blessure, mais comme un choix affirmé qui les place en marge d'une société où la femme est encore largement définie par son rôle de mère. Cependant, derrière leur assurance et leur cynisme se cache une vulnérabilité émotionnelle. Elles sont marquées par une peur de l'attachement, un refus de dépendre affectivement de l'autre, et leur apparente dureté est souvent une stratégie de protection face à des blessures intimes. Toutes deux sont perçues comme des intruses dans leur groupe. Samantha, l'amie sulfureuse, Eddie, la voisine provocante. Cette marginalité leur confère un regard lucide sur les normes sociales, mais les condamne aussi à une certaine solitude. Personnellement, Samantha Jones, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle dégage énormément de confiance en elle, qu'elle est très drôle, qu'elle est intéressante, qu'elle est entertaining et qu'elle joue un grand rôle dans l'attrait que les gens ont pour la série. Mais par moment, le problème que j'ai avec ce personnage, c'est que j'ai l'impression que son côté sexuel est vraiment surjoué. J'ai l'impression que ce n'est pas une femme qui pourrait exister dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, je connais des femmes qui sont sexuellement libérées, mais j'en connais pas qui sont prêtes à coucher avec tous les hommes potables qu'elles trouvent dans la rue ou qu'elles rencontrent. Donc, par moments, j'ai l'impression qu'en lieu et place d'une vraie femme, d'un vrai archétype de femme qui est représenté, j'ai l'impression que c'est un fantasme masculin de la femme sexuellement libérée qui est moderne. Ouais, c'est comme ça que les hommes voient ou voudraient voir une femme sexuellement libérée moderne de son âge et de son époque. Et un truc que j'aimerais dire que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en raison des différents contextes dans lesquels ces personnages évoluent et des thématiques principales, les archétypes vont se décliner vraiment différemment et vont avoir soit des dimensions en plus, soit des dimensions en moins. Je vais prendre l'exemple de Charlotte, qui est pour moi l'archétype de la Madone, de la femme respectable, de la mère, à l'image de Brie aussi. Dans Charlotte dans Sex and the City, j'ai l'impression qu'elle a deux traits de personnalité grand max. Elle est matrixée par les valeurs conservatrices et les règles de bienséance et elle veut une famille. C'est tout ce qu'elle a à offrir à la série.
Et je pense que son personnage est injustement écrit parce que dans un contexte où, le point focal de la série, c'est l'amour, la vie sexuelle, le désir féminin, une femme qui est construite comme ça ne n'a pas grand-chose à offrir, en fait. À l'image de Brie, à l'inverse de Brie, pardon, où le contexte, de la série, la thématique, c'est le drame, les différentes problématiques auxquelles une femme au foyer peut être confrontée, la famille, la pression du mariage. Donc Brie a bénéficié d'une certaine multidimensionnalité qui est super intéressante et qui rend son personnage beaucoup plus nuancé, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attachant par rapport à celui de Charlotte. Brie est une bonne hôtesse, c'est une bonne mère selon les standards, de féminité. C'est une bonne épouse, mais en même temps, on voit ses combats psychologiques, on voit ses combats émotionnels, on voit son caractère évoluer, on la voit dans d'autres phases, on la voit explorer sa sexualité. Donc Brie est vraiment un personnage qui a bénéficié en fait de cette vraie représentation, cette représentation beaucoup plus authentique en fait de cet archétype de la madone. Les séries Sex and the City et Desperate Housewives, bien qu'appartenant à des registres narratifs, différents, c'est-à-dire comédie urbaine d'un côté et satire domestique de l'autre, mobilisent toutes les 2 de manière assez, frappante des figures archétypales féminines qui structurent profondément les imaginaires collectifs au début des années 2000. Les représentations, loin d'être anodines ou encore purement scénaristiques, s'inscrivent dans une tradition culturelle ancienne. Elles correspondent à des rôles stéréotypés, figés, c'est-à-dire celui de la dame de fer, celui de l'objet sexuel, celui de la femme enfant ou celui de la mère, de la madone. Ces figures présentes dès l'Antiquité à travers des déesses comme Artémis, Aphrodite, Perséphone ou encore Déméter sont reconfigurées par les médias modernes pour répondre aux attentes culturelles actuelles tout en perpétuant les normes patriarcales. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, les représentations médiatiques ont bel et bien des conséquences réelles dans la vie des femmes. Elles imposent des standards de beauté inaccessibles qui finissent par altérer l'estime de soi. Elles normalisent une sexualité féminine qui est soumise et complètement, dépendante du désir masculin. Elle perpétue et sous-valorise les compétences féminines en milieu professionnel et même dans le domaine de la santé, les douleurs des femmes sont souvent psychologisées ou encore banalisées. Et lorsqu'on ajoute des dimensions de race ou de classe, les stéréotypes s'aggravent et les femmes racisées ou précaires sont encore plus marginalisées ou réduites à des rôles stigmatisants. Ce qui est particulièrement dérangeant, c'est que dans ces séries qui visent majoritairement une audience féminine, on présente des héroïnes qui sont censées représenter la madame ordinaire, la madame tout le monde, comme Carrie et Suzanne, qui sont supposées être les personnages en qui l'audience va le plus se reconnaître. Mais ces personnages sont écrits par des hommes et qui sont profondément antipathiques. Donc elles sont instables, égocentriques, puériles et deviennent paradoxalement, les personnages qui sont les plus détestés. Et donc pourquoi? Qu'est-ce que cela dit sur la perception des hommes, heu, de la femme? Qu'est-ce que cela dit sur comment ils perçoivent la normalité féminine? Donc ce prétendu miroir réaliste, se révèle finalement déformant et il ne reflète pas du tout la femme, mais la projection et les jugements et les limites d'un regard masculin qui est dominant. Face à ces schémas narratifs persistants, l'analyse féministe des médias joue un rôle fondamental. Il ne s'agit pas simplement de pointer du doigt les stéréotypes dépassés, mais de révéler les mécanismes souvent invisibles qui perpétuent un ordre genré profondément enraciné. Les représentations ne sont jamais neutres. Elles participent à la construction de normes sociales, influencent les aspirations individuelles, légitiment certains parcours de vie tout en marginalisant d'autres. Déconstruire ces figures archétypales, c'est ouvrir la voie à un récit alternatif, plus inclusif, plus nuancé, qui donne à voir des femmes multiples, paradoxales, vulnérables, puissantes, en somme pleinement humaines. Et pour moi, il est indéniable que les scénaristes de l'époque, qui étaient majoritairement des hommes, avaient plutôt du mal à écrire des personnages féminins réalistes, c'est-à-dire crédibles, riches, affranchis de tous les tropes, habituels, sexistes. Cela s'explique en partie par la structure même, de l'industrie audiovisuelle, encore largement dominée par une vision masculine du monde, mais aussi par une misogynie systémique qui traversait et traverse encore les sphères créatives. On peut légitimement se demander pourquoi, dans quelle mesure ces imaginaires ont été contaminés, par une représentation biaisée du féminin, trop souvent pensé comme un objet de désir, de sacrifice ou de dérision. Après, je comprends néanmoins qu'il est parfois nécessaire, d'un point de vue narratif, de construire des personnages autour de certains archétypes parce que
parce que ça permet de structurer le récit, ça permet de structurer l'intrigue et d'introduire, le public à des dynamiques qui sont familières au public. Mais en tant que femme qui est consciente de sa position en société et cette société qui est façonnée par le regard masculin, ces représentations me laissent souvent un goût amer parce que je trouve ça un peu malaisant de voir sans cesse rejouer les mêmes figures, de la femme hystérique, de la femme séductrice punie, de la mère sacrificielle ou encore de la naïve égarée. Donc c'est malaisant de voir que la plupart des femmes que je vois dans les séries de cette époque-là sont juste des stéréotypes ambulants, en fait. D'ailleurs, il est intéressant de noter que Desperate Housewives a été pendant longtemps, sujet à pas mal de critiques à ce sujet. Le créateur de la série, Marc Cherry, a très souvent été accusé d'être misogyne, d'avoir une attitude problématique envers les femmes et même envers certaines actrices, de la série. Donc en l'occurrence, l'actrice qui joue, Eddie Britt, Nicolette Sheridan, a eu à porter plainte, contre lui pour agression. Donc, ce genre d'affaires soulève des questions de cohérence entre, les récits, produits à l'écran et les dynamiques de pouvoir en coulisses. Donc peut-on réellement, écrire des femmes fortes, libres, décomplexées quand on évolue dans un système qui ne les respecte pas? Donc certes, dans ces séries, on peut observer, des personnages qui vivent selon des principes féministes, certes, ne tiennent pas les discours politiques féministes, mais on peut les observer dans leurs choix, dans leur manière de penser, dans leurs revendications et dans leur remise en question du système établi. Mais par derrière, est-ce qu'on peut réellement faire du féminisme avec des outils forgés dans le moule, patriarcal? Et est-ce que c'est possible de raconter les histoires de femmes sans les femmes aux commandes? Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'était moi mon opinion. J'espère que vous allez apprécier cette analyse. C'est un sujet qui me passionne. Franchement, j'y ai pensé au réveil aujourd'hui à 7 heures. J'avais trop hâte de faire cette vidéo en fait parce que voilà, j'avais envie d'en parler. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Free audio post-production by alphonic.com.